Madame la conseillère départementale, Monsieur le Président de la communauté de communes, chers collègues maires, Monsieur Malo qui représente Monsieur le directeur de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs du corps de gendarmerie, Mesdames et Messieurs du corps des pompiers, Mesdames et Messieurs, chers Villacois. Permettez tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation pour la cérémonie des vœux de la municipalité. L'année 2024 vient de se terminer. Ce ne fut pas un cru exceptionnel. Et pour que l'année 2025 vous soit agréable, on va oublier ce qui se passe au national. Et on va se focaliser sur nos communes, qui sont administrées par des gens responsables et de bon sens. C'est pour ça que ces cérémonies de vœux sont importantes pour nous tous. Un moment toujours très attendu par les administrés, un lieu de rencontre qui nous permet de revenir sur toutes les actions que nous avons mises en place en cours de l'année et pour lesquelles nous nous sommes investis. Il est l'occasion de connaître vos satisfactions et d'avoir vos retours. Aujourd'hui, votre présence est un signe de l'intérêt que vous portez à votre commune. Nous vous en remercions. Tout d'abord, je vais commencer à adresser mes vœux aux associations. La vie des associations a toute son utilité pour notre commune. Derrière ces associations se trouvent des bénévoles qui donnent de leur temps pour animer la collectivité dans un seul but, l'associatif. Association sportive, on encourage l'ASV, une association sportive historique de Villac, qui est présidée par M. Marius Gay. Le club a fait une entente avec le foot de Condat sur Vézère, ce qui leur permet de maintenir une équipe sur notre territoire. Nous avons aussi une association qui s'occupe du petit patrimoine. Un grand merci à la présidente des Amis de Villac, Stéphanie Auréjac, pour la mise en forme de nouveaux projets sur le petit patrimoine, dont la fontaine Saint-Vaast, qui est en cours de réparation. Un arbre l'avait fortement endommagé. Jean-Pierre Delgoulet s'est occupé de la partie plan, demande de subvention et travaux. En parallèle de la restauration de la fontaine, il y a la réparation des ruines de l'ancienne grange des Serves, tout près du Porche. Les travaux de sauvegarde ont commencé. Il y aura une certaine continuité architecturale avec le Porche. Nous aurons plaisir à voir le résultat. Encore merci à ceux qui travaillent sur ce projet, Jean-Pierre, Christophe, Joël et tous les autres bénévoles. Nous leur en sommes infiniment reconnaissants. Ils peuvent se vanter de participer fortement à la conservation et à la valorisation de cet héritage communal. Je remercie aussi l'association des grands espaces. Ils sont en préparation de nouveaux spectacles. On leur souhaite bon courage car ils ont de plus en plus de mal à pérenniser le niveau de subvention qui leur permet de fonctionner. Je voudrais donc pour ces vœux 2025 souhaiter à toutes les associations de la commune une belle année pleine d'actions et de réussite. Maintenant, j'adresse mes vœux aux employés communaux. Une année de travail acharné vient de se terminer pour Élodie, Jean-Paul et Joël. Élodie s'excuse, elle est absente aujourd'hui. Je l'ai envoyée en formation au Mexique. Mais c'est elle qui paye. Je me satisfais des relations que nous entretenons. Je ne rencontre que de bonne volonté et beaucoup de compétences. Sachez que nous serons toujours à votre écoute et que, dans la mesure du possible, nous ferons en sorte de vous aider dans votre tâche, afin que vous puissiez exercer dans les meilleures conditions votre métier avec efficacité au service des administrés.
chères collaboratrices et chers collaborateurs, je vous souhaite une excellente année 2025 et on va les applaudir pour les encourager. Merci à vous. Je voudrais aussi féliciter les personnes qui ont confectionné une superbe crèche de Noël au sein de notre Église. Une chance, ils ne l'ont pas fait dans la mairie. Je souhaite au Conseil municipal tous mes vœux de bonne santé et de bonheur pour cette année 2025. 2025 sera une année charnière dans votre fonction de conseiller. Aujourd'hui, vous remplissez très bien votre rôle de conseiller au service de la commune et de ses administrés. Je vous remercie pour votre soutien et votre amitié. Soyez sereins et continuez à être présents pour les Villacois. Parmi l'Assemblée, il y a quelques habitants qui sont arrivés en 2024 sur notre commune. On vous remercie d'avoir choisi notre village pour venir vous installer. Nous les recevons amicalement. Nous souhaitons à tous ces nouveaux Villacois une bonne année 2025. Maintenant, que s'est-il passé en 2024 ? La campagne de réfection des routes qui aurait dû être réalisée à l'automne par l'entreprise Lagarde et Laronze n'a pu se faire à cause du temps et du planning bien plein. Du coup, ils seront repoussés au printemps 2025. Le montant des travaux s'est élevé à 46 200 TTC. Il y a eu de l'entretien courant sur les bâtiments communaux. L'événement du moment, tout le monde se doute de quoi je vais parler. La boulangerie, c'est reparti. Nous avons retrouvé cette odeur qui envahit les rues du village, qui flatte nos sens olfactifs et qui nous conduit directement dans ce lieu où Grégory Jardon, boulanger de métier, a souhaité relever ce défi, la reprise du commerce. On salue là son courage et son besoin de faire vivre ce fournil où il y a eu l'occasion de donner la main à l'ancien boulanger, à qui je rends hommage, à Joël Emery. La Comcom prévoit d'aider financièrement d'une subvention à la création et à l'investissement. Je crois que ça n'a pas été encore voté, mais ça ne saurait tarder. Commercialement, les débuts sont prometteurs. Vous avez l'air d'apprécier son pain. Vous venez en nombre pour découvrir ce qui est la vraie définition du pain au levain, cuit dans un four chauffé au bois. Vraiment du modernisme à l'ancienne. Grégory Jardon et Frédéric, sa vendeuse, sont là. Peut-être que la vendeuse est encore à la boutique. Nous leur souhaitons de réussir et nous croisons les doigts pour que ce commerce retrouve sa réputation d'antan. On a eu le slogan « Manger des pommes ». À Villac, on a le slogan « Manger du pain ». Je souhaite bonne année et longue vie à la boulangerie La Tourte de Villac. On rapplaudit. Merci pour lui. Dans un autre chapitre, le syndicat des eaux est intervenu sur la commune pour résorber quelques fuites. Il n'y a pas eu de gros travaux cette année. J'en profite pour excuser le président Jean Desmaisons qui n'a pas pu venir. La fibre. Pour l'installation de la fibre, les travaux de pose sont terminés, malgré des conditions climatiques désastreuses en 2024 qui ont rendu les travaux compliqués. Il reste à reprendre l'encorbellement du pont et des bordures de route. Très difficile à faire admettre aux entreprises que leur travail n'est pas parfait et qu'ils doivent intervenir sur des finitions. Enfin, c'est fait. On remercie tous ceux qui ont participé au financement de ces travaux. L'État, la région, le département et 6 autres départements, les Comcom, le SDE, l'Europe, etc. Et vous-même d'ailleurs.
Vous pourrez souscrire à ce nouveau service à partir du 11 janvier 2025, c'est-à-dire demain. Rapprochez-vous de vos opérateurs, voilà. À partir du 11 janvier, même de suite, vous pouvez déjà les contacter et ils viendront vous installer la fibre. Maintenant, inscrit au programme communal 2025. Comme chaque année, nous attribuerons une somme d'argent au budget d'investissement pour l'entretien des routes communales, qui viendra à se rajouter aux travaux 2024 à réaliser. Ensuite, on passe à l'adressage. Le projet a été validé. Le choix du prestataire est fait, ainsi que celui de la pose. On devrait commencer la mise en place début mars. Isabelle, tu confirmes? D'accord. Encore merci à celles et ceux qui ont participé à la réalisation de ce document. Un travail compliqué et fastidieux. Les adresses ne sont pas encore référencées au niveau des services de la Poste et du GPS. Donc il faut attendre avant de prendre le numéro et l'adresse. Nous vous tiendrons au courant dès que le projet sera opérationnel. Le SDE, syndicat d'électrification, interviendra sur l'enfouissement des réseaux dans le village de La Motte. L'étude est en cours, la haute tension a été enfouie par Enedis comme prévu sur La Motte, et Beauregard d'ailleurs. J'en profite pour remercier notre vice-président de secteur, Lionel Armagagnan, ici présent, qui a beaucoup œuvré sur la modernisation de notre réseau. On le remercie. En suivant, les services d'urbanisme de la communauté de communes continuent la mise en forme du PLUI. Si vous avez M. Malo qui est parmi nous, il vous tiendra au courant de tout ce qui se passe. Plan local d'urbanisme intercommunal. Peut-être que Monsieur le Président de la communauté de communes pourra nous en dire un mot. Voilà pour les investissements et les projets. Avant de conclure, je vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année 2025 aux Villacois, à toutes les personnes ici présentes et aux familles dans la peine par la disparition d'un proche. Je souhaite que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de joie et principalement une vie d'espérance et de bonne santé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Monsieur le maire, mesdames et messieurs du conseil municipal, monsieur le président de la communauté de communes et conseiller départemental, mesdames et messieurs les maires, messieurs les représentants des pompiers, mesdames et messieurs les représentants des associations et mesdames et messieurs. Écoutez, on démarre la longue série des vœux, on va dire, aujourd'hui. Et on est ravis donc de vous retrouver, comme maintenant chaque année. Et c'est souvent Villac qui démarre, effectivement. Voilà, donc la tradition reste. Alors moi, pour ma part, je vais vous parler du département. Alors, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, c'est compliqué. Ça va être compliqué, ça l'a déjà été, ça va devenir encore un peu plus compliqué. Vous savez que le département, c'est comme toutes les autres collectivités, notre département au même titre que les autres départements de France, voit le fameux effet ciseau que l'on appelle, donc c'est-à-dire une augmentation des dépenses et une baisse des recettes. Voilà. Donc de moins en moins de recettes et de plus en plus de services à rendre à la population. Donc avec ce que aujourd'hui le département, la principale ressource. Il n'y a plus de fiscalité, vous le savez. Donc la principale ressource du département, c'est ce qu'on appelle les DMTO. Alors je vous en parle tous les ans, donc droits de mutation. Donc ce sont des droits qui sont perçus sur toutes les transactions au niveau des notaires, sur toutes les transactions immobilières. Et donc il y a eu l'effet Covid, et avec l'effet Covid, effectivement, donc en 2022, ça avait rapporté 92 millions d'euros. Alors j'ai un petit passe-bête, parce que comme je démarre juste les vœux, je ne les connais pas par cœur. Le 30, je les connaîtrai par cœur. 92 millions
millions d'euros en 2022, 71 millions en 2023 et on est tombé donc à 52 millions pour 2024. Voilà, donc inutile de vous dire que ça va être compliqué. Et en même temps, donc les dépenses ont augmenté. Vous savez que les dépenses, 40% du budget du département est consacré aux aides sociales. Donc, notamment ce que l'on appelle l'APA, donc l'aide pour les personnes âgées. Donc aujourd'hui, ça va atteindre 100 millions d'euros. Donc avec du nombre de bénéficiaires qui augmente de plus en plus, ben, c'est logique. On est le 3e département le plus vieux de France, donc c'est normal. Voilà. Ensuite, donc il y a, je vous en parle tous les ans aussi, l'aide sociale à l'enfance, qui est très très importante, qui va atteindre pour la première fois aussi 85 millions d'euros. Et cette année, c'est surtout les frais d'hébergement qui ont augmenté de à peu près 19%, puisque vous savez que ces enfants, eh ben, ils sont à la charge du département, il faut les nourrir, il faut les loger et il faut les héberger. Voilà. Donc, donc ça fait partie effectivement des gros postes de dépenses. Ensuite, il y a le budget du SDIS, donc il y a les pompiers. Donc il y a le budget du SDIS qui va augmenter de 3% cette année pour atteindre 20,7 millions d'euros. Voilà, et c'est logique, hein, on a besoin de nos pompiers et on est content quand ils sont là. Pour nous aider. Ensuite, il y a eu 35,5 millions d'euros qui ont été mis sur les routes, avec 10,8 millions à l'entretien et 24 millions donc pour l'investissement. Il y a aussi la modernisation des collèges, donc pour lesquels le département investit 4,3 millions d'euros. Donc ça, ce sont ce que l'on appelle les compétences obligatoires donc du département. Donc après, il y a aussi souvent donc l'aide aux communes au travers des contrats de projets communaux, mais comme vous le savez, c'est de moins en moins facile et que effectivement, il y a de moins en moins de budget pour ce poste-là. Et donc vous avez dû, vous les maires, comme tous les maires, réduire et on n'a pu que vous aider sur un seul projet, alors que sur l'ensemble donc du plan, alors qu'avant on aidait sur tous les projets. Voilà. Et ensuite, il y a eu la fibre, donc comme tu en as parlé tout à l'heure. Donc l'investissement sur 2024, ça a été pour le département, c'est 10 millions d'euros, et ça sera 7,5 millions pour 2025, ce qui fera que normalement en 2025, l'ensemble du territoire devait être couvert, soit 225 000 prises. Aujourd'hui, il n'y en a que 110 000 qui sont déjà éligibles. Et ensuite, voilà, donc notre département, ça va aider effectivement au développement économique, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, pour aider nos entreprises à s'installer, évidemment, la fibre est fondamentale. Ça aide aussi au développement du tourisme, puisque dans les gîtes, maintenant, il faut aussi effectivement avoir la fibre. Donc c'est une très bonne chose, mais au total, ça aura coûté 60 millions d'euros au département. Voilà. Après, les difficultés financières, je vous en ai parlé, donc ce qui nous amène à vous dire qu'on a une capacité d'autofinancement cette année pour la première fois au niveau du département qui va être négative. Voilà. Donc ça veut dire qu'on dépense plus que d'argent qui rentre. Voilà. Donc et donc face à ça, donc le département a décidé de prendre des mesures. Alors les principales mesures, ça sera une baisse de 30% aux aides au monde associatif. Donc tu as parlé de l'association et de la restriction du budget tout à l'heure, et grands espaces, hein, c'est ça. Voilà. Donc comme toutes les autres vont être touchées, 30% de moins. Bon voilà. Donc effectivement, il va falloir qu'ils s'organisent différemment et ça va être compliqué. Et Dieu sait qu'on a besoin des associations sur notre petite territoire, sur nos petites communes pour les faire vivre, c'est fondamental. Mais bon, à un moment donné, ça fait pas partie des compétences obligatoires du département, donc il faut bien rogner en quelque part. Il y aura des économies qui seront faites aussi sur les frais généraux. Et il y aura également aussi le non-remplacement de 40 agents par an au niveau du département. Donc voilà, donc pour tout ça baisser évidemment la masse salariale. Et il y aura également report de certains investissements qui étaient prévus et qui ne pourront pas se faire. Voilà. Et je ne terminerai pas mes propos sans vous parler de Benac, évidemment. Donc, alors, Benac, aujourd'hui, en 2023, donc, le département a été condamné du fait qu'il n'avait pas démoli l'ouvrage à payer des astreintes. Donc aujourd'hui, on en est à 5 000 € par jour. Jusqu'à maintenant ont été payés donc sur 2023 489 000 € qui ont été répartis sur les 3 associations d'opposants. Et ensuite sur 2024 c'est 1 433 000 € d'astreintes qui ont été payées, dont 933 000 sont revenus à l'État et 500 000 vont également aux associations d'opposants. Alors
le 5 novembre, vous savez que le préfet a autorisé la nouvelle, je vais dire nouvelle formule. Donc c'est ce qu'on appelle la boucle multimodale. Donc c'est aussi un investissement de 51,2 millions d'euros qui permet donc entre autres donc la déviation de Bénac, mais pas que, puisque c'est effectivement repenser toute la circulation avec des pistes cyclables, des aménagements donc multimodaux et autres autour de Bénac. Donc je vous ai dit cet investissement coûte 51,2 millions d'euros et c'est cette boucle là que le préfet a autorisé. Mais cependant, en même temps, vous savez qu'il y avait eu un arrêté qui avait été donné par la Cour d'appel et qui disait que on devait démolir. Et donc cette décision de justice est toujours en cours. Donc ce qui veut dire qu'on risque de tomber un petit peu dans l'absurde, c'est-à-dire que d'un côté, on est autorisé à refaire effectivement tout un tracé et reconstruire sur les piles existantes de Bénac pour pouvoir faire ce nouveau projet, mais de l'autre, on ne sait pas si on sera condamné à les détruire. Donc, si on va au pire, on pourrait peut-être amener à détruire quelque chose que l'on va reconstruire. Voilà. Donc, aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Donc, je vous dis que cette situation est un peu absurde. Et je vous dirai simplement, concernant Bénac, suite au prochain épisode. Voilà. Il me reste à vous souhaiter une excellente année pour vous et pour vos proches. Et à vous donner une invitation, je vais donner les deux parce que peut-être que l'autre tu l'oublieras. Donc le 23 janvier, c'est les vœux de la communauté de communes qui auront lieu donc à Terrasson. Et le 30 janvier, ce sont les vœux des conseillers départementaux, donc nos vœux personnels, Dominique et moi, vous invitons au Lardin, donc le 30 janvier, pour clôturer l'année autour du verre de l'amitié. Maintenant, je laisse la parole. Voilà, merci de m'avoir écouté. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les élus, les vice-présidents de la communauté de communes, qui ont quelques autres fonctions au niveau du SDE, les responsables des associations, de la gendarmerie, des pompiers, de la vie locale, mesdames et messieurs. Alors ça fait 40 ans, un peu plus que je suis élu, et ça fait 40 ans que je présente des vœux. Alors en général, ils étaient optimistes, hein, et on revendait un avenir joyeux dans l'année qui allait suivre et au cours de nos mandats. Aujourd'hui, je serai plus réservé. Et je vais vous présenter des vœux de la communauté de communes, puisque Francine a parlé du département, des vœux qui se veulent réalistes et en tout cas volontaristes. Voilà. Donc, d'abord, merci pour la traditionnelle invitation qui nous permet de partager un moment et des petites choses sur la table ensemble. Et ça va durer pendant un mois, donc on va bien manger, bien boire pendant tout ce mois-ci, donc merci. Et puis merci de votre présence à toutes et à tous, et je vous souhaite, donc à titre personnel, ça ne coûte rien, et ça peut être fait avec le cœur, santé, bonheur, réussite au-delà des problèmes quotidiens, évacuer les nationaux, je n'y reviendrai pas. Les collectivités ont leurs problèmes. Je vous parlerai de la communauté de communes et donc Francine a parlé du département et de ses incertitudes. Alors, sans reprendre ce qu'elle a dit, moi je dirais que ça ira même un peu plus loin. On en est presque à se demander est-ce que le département a encore un avenir aujourd'hui. Quand tu coupes les financements, c'est le vrai moyen pour que demain il n'y ait plus d'action. Et le domaine qui était essentiellement le sien, la moitié du budget, qui était le social, même à ce niveau, on voit des études en ce moment, des nouveaux gouvernements qui laissent pointer des réflexions, voire des incertitudes. Depuis le 1er janvier de cette année, donc personne ne le sait, c'est en écoutant la radio que je me suis un peu renseigné, la politique de l'enfance qui était une compétence des départements va revenir aux communes ou aux intercommunalités. Donc il faudra que je regarde ça en détail, mais on est en train de priver le département de ses financements au niveau
de l'enfance et de ses compétences. Au niveau de l'APA, et tu l'as dit, c'est des sommes considérables. On voit l'ARS proposer des aides territoriales aussi aux EHPAD. Donc, quelque part, il y a des réflexions en tous sens pour que demain, le département, eh bien, on parle de ce fameux millefeuille où il faut supprimer les couches. Je ne sais pas lesquelles il faut supprimer, mais en tout cas, à un moment, on va se demander à quoi on sert. Et les conseillers départementaux, on servira à continuer à appuyer vos dossiers, à régler les problèmes de la vie locale. C'est de plus en plus compliqué. Et là, j'arrive un peu au service que doit rendre la communauté de communes pour compenser ce que ne pourra plus faire ou n'aura même plus les compétences ou les moyens financiers du département sur la vie associative, culturelle, sportive et dans bien d'autres domaines et les services à la population, puisque France Service a été généralisé sur l'ensemble du territoire pour compenser l'État qui n'est plus là. Encore hier, on m'appelait sur une ligne téléphonique qui avait un mois, que les gens n'avaient pas de téléphone et qu'ils arrivent à avoir personne. Donc, tout devient un petit peu compliqué dans nos territoires et dans les territoires ruraux. Mais je pense qu'en ville, on voit bien quand on allume la télé que les choses ne sont pas simples non plus dans les villes avec la délinquance, avec la drogue et avec beaucoup de problèmes inhérents. Donc, alors, j'ai dit qu'on serait, si on n'est pas optimiste et en capacité de tout financer, de tout créer, on tâchera d'être réaliste. Et on agira en cette fin de mandat, et peut-être en prévision d'un prochain, dans des lignes, des objectifs qui sont les mêmes, sans vouloir forcément créer de services nouveaux. On en a créé pas mal au cours de ce mandat. Il va peut-être falloir rester raisonnable et plus améliorer ce que l'on fait. Ça sera plus dans ce sens que le prochain budget de la communauté de communes sera construit et que les fondations pour l'avenir, faites par les uns ou par les autres, perdurera au niveau des communautés de communes. Jusqu'à présent, nos priorités étaient l'économie. Alors l'économie, certes, c'est les zones d'activité, là c'est des millions d'euros qui ont été mis. C'est aussi le fonds économique. Alors il y a une boulangerie, ce fonds économique qui sert à ça. En 3 ans, c'est 400 000 euros que l'on a apporté à l'installation d'entreprises, d'artisans, de commerçants, voire à favoriser l'investissement de ceux qui existaient déjà. C'est le plan de revitalisation qu'on a, où on a rajouté un peu notre pierre à côté de celle de l'État, le processus rebond et de revitalisation, un financé par l'État, l'autre financé par le groupe Lecta. Nous, on a apporté une petite somme, alors qui n'a rien à voir avec les autres, mais c'est quand même 50 000 euros. Lorsque donc on additionne notre fonds plus celui-ci, ça fait 250 000 euros par an qu'on apporte tous les ans. Et on compte aujourd'hui en centaines de milliers d'euros. Alors si on mettait en francs, ça serait encore pire. Et cet argent-là, il n'arrive pas tout seul. Donc c'est un peu la quadrature du cercle. Voilà, donc l'économie, on continue. Les services à la population, on continuera, on les renforcera, on les développera. C'est la maison de santé d'Hautefort, c'est des cabines de télémédecine, tout ça est financé par la communauté de communes. C'est les centres d'accueil et de loisirs, donc on en a créé un à Bois-de-Folle, Madame le maire, et il fonctionne parfaitement, alors qu'au début c'était pas gagné du tout. Il y a celui de Terrasson, au début qui était géré par une association Calme, et qui est géré aujourd'hui par la compétence communauté de communes, mais déléguée à Léo Lagrange. Et là, tout en y mettant dans les 200 000 euros par an, l'ensemble c'est 300 000 euros, les trois, celui de Tenon, celui de Bois-de-Folle et celui de Terrasson. Je crois que c'est 174 000, je crois, à Terrasson, qu'on donne à Léo Lagrange. Donc il y a la partie Bois-de-Folle, mais quand on a tout additionné, on arrive à des sommes importantes. Et malgré ça, on a refusé 25 familles dans le Terrassonnais
qui sont sur liste d'attente et les gens ne sont pas contents. Parce qu'on refuse des familles. Alors, cette année, la volonté, c'est à condition qu'on trouve des animateurs, des éducateurs, parce qu'il faut en trouver, eh bien, on essaiera de mettre un peu plus d'argent sur ces centres d'accueil de loisirs. La fibre optique, on en a parlé, pour que ça soit fini plus vite, eh bien, on double notre participation à la communauté de communes. Ça sera aussi 150 000 € cette année et tous les ans qui seront mis pendant encore 4 ans pour arriver à la fin. Le service habitat, c'est aussi une volonté de permettre la rénovation, la mise aux contraintes d'isolation, l'accessibilité. Donc c'est 250 000 € par an. Et c'est relativement important par rapport aux autres communautés de communes ce que l'on fait. L'autre jour au département on avait les chiffres. Donc on est une communauté de communes sur 20, il y en a 20 en Dordogne, puis c'est les communautés d'agglomération. Et nous, aussi bien en dossier qu'en financement, donc ils font travailler l'économie, c'est 1/10, notre participation, c'est 1/10 de tout ce qui est mis par l'ensemble des 20 communautés de communes sur le département de la Dordogne. Cette année, on va lancer, et ça a commencé, l'aide à la mobilité. L'aide à la mobilité, c'est du covoiturage solidaire avec une association Actium. Alors c'est en rodage, ça commence à fonctionner. Ça va être des véhicules en autopartage qui seront mis à disposition, un sur Terrasson, un sur Thonon. Et alors avec une association aussi et ADER qui gérera le dossier. Donc vous voyez, c'est continuer les services à la population qui sont importants et nos France Service sont assez le service est fondamental. Alors là, s'il y a plein de services où des fois je me fais un petit peu attaquer en me disant ça marche pas comme on voudrait, sur France Service par contre ça donne satisfaction à la totalité et j'entends que des compliments, donc c'est dû certes au personnel mais c'est pas rien. C'est un coût de 260 000 €, les France Service, entre celui de Terrasson, qui a été créé il n'y a pas très longtemps, celui de Thonon, qui existe depuis longtemps, l'antenne d'Hautefort, et le France Service itinérant, qui va dans toutes les communes. Donc sur ces 260 000 €, l'État nous en paye à peu près la moitié, donc il nous reste 130 000 € à financer. Donc voilà, service, aide à l'économie. Et après, il faut qu'on accompagne les communes aussi. Alors, le PLUI est un élément. Stéphane Manot fait tout ce qu'il peut, avec des règles qui changent tous les jours, des contraintes qui sont accélérées tous les jours, et tout ça pour souvent vous dire, votre terrain qui était constructif ne le sera plus. Il faut diminuer. Alors, on était parti, nous, avec 500 hectares qui avaient été consommés les 10 dernières années. Il a fait tout ce qu'il a pu avec les dents creuses, etc. La tâche urbaine, il a réussi à le redescendre à un peu moins de 400, 371 hectares au lieu de 500. Donc on a fait un effort important parce qu'on sait qu'on ne pourra consommer dans les 10 années qui sont 2020, 2030 ou 2021, 2031. Là, on ne pourra consommer que la moitié de ce qui a été consommé les 10 années avant. Donc c'est pour ça qu'il était important de bien recenser tout ce qu'on avait consommé pour pouvoir en garder la moitié. Et la moitié, ça paraît excessif par rapport à tous ceux qui nous dirigent au niveau national et des administrations. Ils voudraient qu'on ne dépense que 170 hectares à consommer par rapport, donc ça veut dire que les zones d'activité, ce qui nous ont particulièrement aidés dans les différents plans que je vous ai donnés, on n'aura même pas l'autorisation de les faire. Et quand on a acheté les zones, en plus on nous met des fouilles archéologiques préventives qui nous bloquent tout, sur toutes les 10 hectares de Terrasson, ce qu'on a acheté, ce qui est resté. Sur Thonon, il y en a 4 hectares d'un côté, il y en avait 7 de l'autre, ça fait 11 hectares. Sur un projet autour de Rousset où il y avait 13 hectares, mais sur toutes ces zones, et Terrasson, oui, je vais donner, sur toutes ces zones, il faut faire des fouilles. Alors pour l'instant, les seules fouilles qui ont été faites, c'est à Thonon, autour du cabinet vétérinaire.
Elles ont été faites en mai. L'INRAP qui l'a fait, ils ont été très, très compétents à notre écoute et tout. Ils ont fini les fouilles en mai et le responsable nous a dit il y a juste 1000 mètres carrés qui vous sera enlevé si vous ne voulez pas faire de fouilles définitives qui coûteraient une fortune. Ça, c'est des fouilles préventives. Et ça a été fait en mai. Et on a reçu il y a un mois le rapport définitif de la DRAC. Donc vous voyez le temps que ça a mis. Alors pour que tout soit fait, les entreprises qui attendent n'en avaient pas sorti. Et bien là, ce 2000 m², c'est passé à 5000. Donc c'est 2 lots qui seront supprimés pour un site funéraire de moins 600 avant Jésus-Christ où ils avaient trouvé un petit vase. Donc tout ça, c'est exemple de ce qui est fait, les délais et les contraintes. Par contre, il y a, je vous donne et c'est pas que des discours de tribune, hein, c'est de la réalité. Mademoiselle Dessert, qu'avec Francine, on a installé en son temps à Tonon. Bon, il y a 35 ou 40 personnes qui y travaillent, c'est une grosse boîte qui vient de s'associer à un gros investisseur suisse qui devrait permettre un grand développement. Eh bien, ils ont 16 millions de projets d'investissement sur ce site. Eh bien, les fouilles ont été faites avec le préfet qui nous a aidés. Les fouilles sont faites, mais on attend toujours les résultats. Et chaque fois qu'on appelle la DRAC, ben oui, ils ont beaucoup de boulot, ça va arriver. Et les 16 millions pourraient aller se faire ailleurs, dans le nord de la France, puisque nous avons des serres à différents sites. Et ce qui ne se passe pas à Tenon, ça ne fera pas pleurer tout le monde ailleurs. Il y en a d'autres qui seront très contents de les recevoir. Donc voilà pour simplement la partie de Tenon. Il y a tout Terrasson qui attend, et notamment un transporteur, Patrick Logistique du Jalon, qui a perdu le marché des papeteries. Et de la chance qu'on a installé Mondial Relais, ben ça va lui permettre d'avoir un marché et de garder ses 50 camions. Et il va les installer là, et on attend toujours que les fouilles là soient préventives, soient débutées. Parce que là, elles ne sont même pas débutées. Voilà, bon, j'arrête, mais tout ça pour vous dire, et je suis content, avec Jacques Ozou, on n'est pas toujours à 100% d'accord, mais souvent. Et j'ai vu que dans le dernier journal où on parlait de ces projets, il a dit « je ne suis pas allé au vœu du préfet de départ, parce que l'État a passé son temps à nous mettre des gros cailloux pour nous empêcher d'avancer ». Et il parlait notamment des fouilles préventives. Donc vous voyez, ce n'est pas spécialement chez nous. On a tendance à dire que Jacques Ozou, il a tous les droits et qu'il arrive à tout faire, mais même lui, il n'y arrive pas. Donc ça devient très compliqué, tout ça. Donc, aider les communes, c'est important. J'ai parlé du PNUI, il y a les défenses incendies, les bâches, et on verra comment on peut aider la vie associative et culturelle, tu l'as dit, parce qu'il se pose vraiment des problèmes, vu que le département va baisser. Et ce n'est pas une critique, le département, il n'y a pas d'argent, donc il va falloir qu'il serve en quelque part. Donc la baisse, c'est 30% en moyenne de l'aide aux associations, donc certains moins. Donc on essaiera de voir comment compenser. Donc pour 2025, c'est pas vraiment se lancer dans des projets nouveaux, ça sera consolider ce qu'on a fait, on en a bien fait déjà pas mal, faire que les services marchent mieux. La partie insertion du centre social de Tenon qui connaît des difficultés, monsieur le vice-président, ben on est en train d'y travailler. On a repris donc France Service, que c'est eux qui géraient, c'est nous qui le gérons. Le centre d'accueil de loisirs, c'est nous aussi. Et la politique d'insertion, mais là c'était l'État qui nous donne les agréments. On va en train de réfléchir à reprendre la politique d'insertion du centre social. C'est la recyclerie, c'est l'entretien des espaces verts, c'est un certain nombre de choses qui permet à la fois de rendre des services à notre territoire et permet d'insérer les gens. Donc 2025, c'est plus conforter ce qu'on a fait que créer des choses nouvelles. Mais, et là, ici, bon, c'est pas un débat très chaud, mais dans d'autres communes, il est chaud, et il faudra que je m'en explique. Tout ce que je vous ai dit qu'on avait créé, et si vous avez recensé toutes les sommes, il y a ceux avant le passage en fiscalité professionnelle unique et ceux après. Ceux après, en fait, les communes ont continué à participer quand ça existait, puisque quand on leur donne l'allocation de compensation, on retient la compétence qu'ils exerçaient et que nous, on finançons. Donc on retient dans l'allocation qu'on leur donne cette somme qui leur servait à financer cette compétence.
Par contre, lorsque c'est des services nouveaux, ben, il faut qu'on trouve l'argent pour les financer. Il y avait quand même pas mal de nouveaux dans ce que je vous ai donné. L'habitat, les francs services, etc., etc. Donc là, on ne retient pas aux communes. Et avant le passage en FPU, que ce soit l'office de tourisme, que ce soit des centres d'accueil et de loisirs, tout ça a été financé par la communauté de communes sans transfert financier, puisqu'à l'époque, on avait une fiscalité additionnelle. Voilà. Donc tout ça veut dire, quand on additionne tout, ça fait quelques millions, pas énormément, mais ça fait quand même un peu d'argent qu'il faut trouver pour financer. Donc j'ai la chance d'avoir un directeur qui est en vacances, là, ou qui est rentré de vacances, mais qui sait compter. Voilà. Et il a bien mis comme condition, si on ne voulait pas aller droit dans le mur, qu'aujourd'hui, toute dépense nouvelle de fonctionnement devait être financée par des recettes fiscales nouvelles. Et c'est ce qu'on applique. Donc, dès 2022, c'est pas très électoraliste de dire ça, mais j'explique et j'assume. Dès 2022, on a augmenté le taux sur le foncier bâti. Et on a tendance à dire, et on le fait, on prend la fiscalité où c'est qu'elle doit revenir par la suite. Donc, quand on a lancé la politique habitat, en particulier, on a augmenté à l'époque le taux de foncier bâti. Alors ça, c'est pas beaucoup connu, puisqu'on était ceux qui avaient le taux le plus bas, et on a encore le taux le plus bas tout en ayant augmenté. Par contre, on est passé d'un taux qui était le plus bas de toute la Dordogne, de 2,95 à 4,39. Donc ça fait 1,5%. Alors si on regarde en augmentation, ça fait beaucoup. En somme, ça ne faisait pas beaucoup, et personne ne l'a même dit, parce que les gens ne s'en sont pas trop aperçus. Par contre, il y a une autre chose qui sont aperçues, c'est la CFE, la contribution foncière économique. Et après, je vais réexpliquer ça et après j'arrête. La CFE, lorsque il y a eu les réformes de la taxe professionnelle en 2011, les entreprises, et c'est un discours du gouvernement, qui est un vrai débat d'ailleurs, entre ceux qui sont d'un côté de l'hémicycle et ceux de l'autre, ceux qui disent qu'il faut continuer à baisser les charges des entreprises et les grosses, et ceux qui disent non, c'est pas normal. Donc il y a un débat. Je ne vais pas rentrer dans ce débat national. J'en ai assez du débat local. Donc, beaucoup de la taxe professionnelle, les contributions économiques des entreprises ont été baissées de façon importante. Je peux parler de la mienne. Lorsque j'étais veto, le cabinet, où on était 4 vétos, avec 2 sites, un à Montignac, un à Thonon, on payait 20 000 € par an de taxes professionnelles. Après, je suis passé à 3 000 €. Et là, je n'ai pas sauté de joie et je suis allé dire merci à personne, mais ce n'était pas désagréable d'avoir 17 000 € en moins. Et c'est tout le monde. Ça a été comme ça en 2011. Après, la réforme, on était compensé par rapport à ce qu'on perdait, les collectivités et particulièrement la communauté de communes. Donc on était compensé, ça a été remplacé par 2 choses, par de la CFE, la contribution foncière économique, et la CVAE. Tout ça on était compensé. Or, de jour en jour, les compensations diminuent. Donc au niveau de l'économie, on a moins de recettes, même si les professionnels en payent moins. Donc on a été obligé cette année, pour financer ce fonds des 200 000 € dont j'ai parlé, qui par an, et c'est 400 000 € pendant 3 ans, parce qu'on a commencé à 100 000, après à 150, maintenant à 200, et la prochaine sera à 250, et bien on a été obligé d'augmenter une partie de la CFE. Donc jusqu'à ce qu'on augmente 95% de cette contribution économique était payé par le cadre général des bases qui étaient calculées en fonction des mètres carrés et un taux qui est autour de 25 chez nous. Voilà. Et 5% étaient financés par des gens qui avaient des valeurs locatives faibles et qui n'étaient pas dans le régime général. Alors ça va depuis aux auto-entrepreneurs qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, et on pense un peu aussi à eux, et ça allait jusqu'aux gros cabinets de médecins, d'avocats, d'architectes qui, ayant peu de bureaux, payaient en fonction de cette base minimum qu'on avait fixée. Et les bases minimum, c'était autour de 300 € par an. Donc ça nous paraissait totalement
injuste et on a mis le maximum des bases minimum pour ces gens-là. Alors au lieu de payer 5% des bases, maintenant ils vont payer 15% et ça leur revient totalement à eux par le fonds économique. Donc les gens qui 300 € sont passés à 2005, ça existe, ils peuvent crier en disant qu'on a augmenté presque par 10 cette CFE. Mais elle est ciblée sur une particulière d'artisans, de commerçants, de professions libérales qui ne payaient pratiquement rien. Et ça nous paraissait juste que tout le monde soit mis à contribution au lieu d'augmenter le taux général, qui reste le même, sur l'ensemble et qui s'applique à eux. C'est simplement leur base minimum qui a été augmentée. Alors ici, il n'y a pas énormément peut-être de gens qui sont assujettis. Alors on nous reproche de ne pas l'avoir dit avant de l'avoir fait. Alors j'assume aussi, parce que doublement, d'abord on ne savait pas qui, et on ne peut pas savoir qui c'est qui est. On sait qu'il y en a 900 sur le territoire, que ces 900, il y en a 300 qui sont exonérés, ceux qui ont les plus petits chiffres d'affaires, parce qu'au-delà de cette base minimum, il y a 7 catégories en fonction des chiffres d'affaires. Et ceux qui payent 2005, le maximum, alors qu'ils payaient 300, eh bien, ceux-ci, c'est ceux qui ont 500 000 €, sont supérieurs à 500 000 € de chiffre d'affaires. Donc il y en a certains qui sont venus pleurer chez moi, et sachant leur activité, j'ai dit si vous ne pouvez pas payer 2005, alors qu'avant vous payiez beaucoup plus en 2011, je ne vais pas pleurer. Voilà. Par contre, il y a les gens qui sont auto-entrepreneurs, qui pour eux, de 300 est passé à 600, ceux-là sont passés à 600, c'est le double, et qu'ils ne soient pas très contents, j'arrive à le comprendre. Donc voilà cette explication que je ferai à tous les vœux, pour expliquer qu'on a créé des choses nouvelles, et chaque fois, on a essayé de créer une fiscalité qui ramène l'argent aux choses qu'on crée. Donc en 2022, c'est l'augmentation du foncier bâti pour tout le monde, qui s'est passé sans qu'on le voie, ça, et qui a permis de financer la politique habitat. Et là, on a pris ceux qui touchaient très bas, on n'a pas touché à 95%, qui eux alimentent ce fonds de 200 000 qui leur revient. Et encore, c'est tous les jours que l'État nous met à contribution. L'État décide sur la taxe professionnelle, c'est lui qui a exonéré les uns et les autres. Et nous compenser, mais il nous compense de moins en moins, donc au même moment. Et la dernière trouvaille, ici, vous en profitez, vous étiez en ZRR, en zone de revitalisation rurale, qui vient d'être changée, c'est plus la ZRR, c'est la FRR. Et la FRR, c'est une délibération qui doit être prise par les communes. Le foncier bâti pour les communes, c'est les communes qui prennent la délib, et la CFE, c'est la communauté de communes. Donc on a encore le droit d'exonérer, ce qui était en ZRR pendant 5 ans de CFE, les gens qui s'installent en ZRR, mais avant c'était compensé. Et on touchait 80 000 € par an de toutes ces compensations sur l'ensemble du territoire. Donc aujourd'hui on a le droit d'avoir voté cette exonération de CFE pour en ZRR, mais c'est plus compensé. Donc en fait l'État fait un cadeau et c'est nous qui le payons. Alors, mais comme beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que, en contrepartie, on a mis une contribution. Voilà ce que je vous expliquais, parce que c'est un peu long et c'est peut-être un peu trop technique, mais les gens ne comprennent pas pourquoi 300 €, les plus petits sont passés à 600 et certains de 300 à 2005. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter malgré tout une bonne année, une bonne santé, vous dire qu'avec l'ensemble des élus de cette communauté de communes, on continuera à se battre, quelles que soient les difficultés, car on a un beau pays et il le mérite bien qu'on continue à favoriser son attractivité et son développement. Merci, bonne santé à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Oui, alors je ne suis plus président des Amis de Villac, c'est Stéphanie Orejac qui est présidente. Voilà, mais enfin, disons que moi je m'occupe surtout du patrimoine, du petit patrimoine. Voilà, sur lequel on a des gros projets, puisqu'on va restaurer la fontaine Saint-Vaast, qui a reçu plusieurs arbres qui l'ont complètement détérioré, plusieurs arbres morts qui sont tombés dessus. Et là, on a fait une demande à la Fondation du patrimoine, donc la souscription est ouverte.
Et pour ceux qui veulent nous aider, ils peuvent souscrire à la Fondation du patrimoine. On a des bulletins de souscription qui sont à la mairie de Villac et à la mairie de Châtres. Et voilà, il faut envoyer, surtout il faut préciser que c'est bien pour la fontaine Saint-Vaast, le don. Voilà, donc vous savez que cette fontaine Saint-Vaast était donc le patron de notre commune de Villac. On est sûr qu'il est né à Villac. Saint-Vaast a une belle histoire puisqu'il est parti à Toul et il a évangélisé Clovis à son retour de la bataille de Tolbiac contre les Alamans, où il avait fait vœu de se convertir au catholicisme. Ensuite, il a été aider l'évêque de Reims, l'évêque Rémy de Reims, et là il a assisté au baptême de Clovis. Ensuite, l'évêque Rémy de Reims l'a nommé évêque d'Arras, où il a fait beaucoup de choses, là où il a construit des églises. Il est beaucoup plus connu dans le nord que ici dans le sud. Dans le sud, ici, au sud de la Loire, il n'y a que Villac et Châtres où on fait état de Clovis, de Saint-Vaast, pardon. Voilà. Et il est né, il a dû naître au 4e siècle, au 5e siècle, en 456, on suppose, mais on sait qu'il est mort en 546. Voilà. Donc on est très attaché à cette fontaine qui faisait l'objet de pèlerinage tous les ans, surtout quand il y avait des années de sécheresse et les gens allaient à Saint-Vaast pour décrocher la pluie. Voilà. En dehors de ce gros projet qui est en cours, on restaure, monsieur le maire en a parlé tout à l'heure, on restaure une ancienne grange qui est à côté du porche sur la sortie est de Villac. Et pour cette grange, donc, on va la mettre hors d'eau et la reconstituer au mieux pour faire un centre de pique-nique et de jeu, pour une aire de jeu. Voilà. Donc vous voyez que les amis de Villac ne chôment pas. Bon, ce qu'on demande, c'est d'avoir un peu plus de bénévoles, parce que c'est ça qui nous manque le plus. Bon, c'est vrai qu'on a du bénévolat avec on fait un peu de maçonnerie, on fait un peu de charpente, on fait de la couverture, on fait un petit peu de tout. Parce qu'on n'a pas les moyens de financer avec nos revenus d'association, de financer ces gros projets, qui par exemple la fontaine Saint-Vaast, c'est 8 000 €. La grange, c'est à peu près pas loin de 20 000 €. Donc il faut qu'on fasse beaucoup de choses par nous-mêmes. Voilà. Oui. Mais on est preneur pour tous ceux qui veulent nous donner un coup de main et qui est de bonne volonté. Voilà. Merci d'avance. C'est ce qui s'est passé pour le Porsche à l'entrée de la commune, que vous avez refait. Oui. Beaucoup de gens ont été main forte. Voilà, absolument. On a fait 3 gros projets. Un puits atypique à la fournerie. On a fait ensuite le métier à Ferré, qui était sûrement le plus beau d'Aquitaine, sans être chauvin, qui est à Villac, vous pouvez voir. Et puis le Porsche, qui est un Porsche mausolée à la mémoire des fusillés de Dagnac. Voilà. Parce que, bien évidemment, les gens ne vont pas à Dagnac spécialement. Et puis, comme les Allemands ont brûlé le château de Dagnac, on a refait le Porsche du château à Villac avec une jolie signalétique pour préciser ce qui s'est passé à Dagnac. Voilà. Donc, on essaie d'améliorer un petit peu la commune. Avec de très beaux projets qui sont très réussis. Les amis de Villac, vraiment, ont réalisé, déjà sur les 10 dernières années, des choses magnifiques avec ce Porsche notamment. Ben oui, moi je suis un ancien du patrimoine, donc je connais un petit peu les choses. Bon, ça me permet d'avoir quelques entrées quand il faut demander des subventions. Mais en fait, les subventions ne font pas tout. Hein. Il faut aussi la bonne volonté des gens. Bon, on est un peu aidé par certains, mais on n'a jamais assez de ça. Voilà. On a envie de vous poser deux questions. Villac, je trouve, n'est pas assez connu pour sa terre, la terre rouge, un peu comme Collonges, qui est beaucoup plus célèbre. Mais ici, dans ce village, il y a une terre particulière. Ben oui, on a des constructions en pierre rouge de Villac qui sont très très belles. Et ça, il y a à peu près un petit peu sur Villac, un petit peu sur les communes environnantes, Lougnac, un petit peu sur Balfol, un petit peu sur Châtres, mais c'est très atypique à Villac. Voilà. Mais j'ai remarqué quand même cette année, parce que moi j'avais demandé au syndicat d'initiative de Terrasson, à la Maison du Tourisme, qu'on incite les vélos qui veulent aller visiter le château d'Hautefort de passer par Villac. J'ai remarqué que cette année, il y avait beaucoup de vélos qui sont passés par Villac,
qui lisent les signalétiques pour l'église, pour le porche. Et j'ai trouvé ça très bien. Et qui sont très très heureux de voir ça. Ils sont tous surpris de voir ces pierres rouges, mais comment on ne connaissait pas, voilà. Et ça c'est bien parce que les gens visitent Villac. Et beaucoup de gens qui sont revenus, qui sont allés à l'école à Villac dans les années 30 à 40, 50 et qui reviennent à Villac, qui nous contactent. C'est très sympa, voilà. Et puis il y a aussi à Villac les ruines d'un château qui sont aussi le château est en pierre rouge aussi. C'est pareil, on n'en entend pas beaucoup parler, mais c'est peut-être plus tard. Alors les ruines du château, on aurait souhaité nous y faire un théâtre devant ces ruines. Il y a des remparts encore qui existent. Bon, il est très en ruine le château parce qu'il a brûlé 2 fois. La dernière fois autour de 1905 par là. Donc la maison qui a été reconstruite, c'est une maison 19e. Mais bon, le château, il y a quand même des ruines, mais il y aurait des fouilles à faire, il y aurait des déblaiements à faire. Mais là, il y a un propriétaire privé, donc voilà, il faut faire. Je ne sais pas s'il a des intentions qu'il a. C'est sûr que si on lui disait les amis de Villac vont venir déblayer tout ça, il est partant tout de suite. Mais bon, voilà. Merci à vous, Jean-Pierre Delbourguet. Merci beaucoup. Bonne continuation, bonne année 2025. Merci. Bonne année à tout le monde. Et merci encore pour ceux qui nous donnent un petit coup de main. Allez, au revoir.